Bonjour, bienvenue sur les antennes de France 3 Normandie et France 3 Bretagne. Depuis quelques jours, l'Ukraine est sous les bombes. La guerre a déjà fait de nombreuses victimes, vous le savez. Partout dans le pays et dans l'ouest de la France, chez nous, ici en Normandie et en Bretagne, les communes, les associations, les écoles, les paroisses, les familles se mobilisent pour venir en aide au peuple ukrainien. Nous avons donc choisi d'évoquer à travers cette émission cet immense élan de solidarité qui s'est mis en place dans nos régions, de Rouen à Brest, en passant par Caen, Rennes, Le Havre, Quimper. Ce sont des centaines d'initiatives qui ont vu le jour. On va en parler avec nos invités. Mais d'abord, cette guerre, elle a des visages chez nous. Elle s'appelle Natalia. Elle arrive de Kiev. Elle a été accueillie cette semaine à Cherbourg par une autre famille ukrainienne. Vous voyez ce sujet de Marie-Charlotte Roupy et Paul Thierry. Elles n'ont en commun que leur pays d'origine, mais la guerre a frappé l'Ukraine. Natalia a fui et partage à présent le quotidien de Vlada et sa famille à Cherbourg. On a traversé la frontière moldave avec mon fils et on a été obligés de se séparer parce que j'avais pris son passeport, mais dans la panique, j'avais oublié le mien. Lui est parti en Bulgarie avec une autre famille et moi, je suis restée bloquée en Moldavie pendant 3 jours. Un de mes amis là-bas m'a finalement trouvé un moyen de transport, mais vers la France. Donc j'ai appelé les chauffeurs. Ils ont dit « on part dans 30 minutes ». J'ai dit oui, je suis d'accord, j'ai pas le choix. Ce document lui permettant de voyager en poche, c'est sur le trajet vers la France qu'elle trouve le message posté par Vlada sur Facebook. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est faire venir ma famille à moi. Sauf que mon père et mon frère restent là. Et ma mère, elle ne veut pas quitter ces hommes juste pour sauver elle. Et voilà, et moi j'étais tellement triste et je me demandais comment je peux aider au moins à quelqu'un. Elle tente maintenant de faire venir le fils de Natalia et ne s'arrête pas là. Avec son mari, elle a lancé une grande collecte de dons sur les réseaux sociaux et l'élan de solidarité les a un peu dépassés. Voilà, la mobilisation est sans précédent dans nos régions. On va l'évoquer avec nous sur ce plateau. Michael Richaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'association Pompiers Humanitaires du Calvados. C'est une association qui a des relais partout dans le pays. Et vous avez organisé une grande collecte de dons avec au moins 3 camions qui vont partir en début de semaine prochaine. Avec nous également sur ce plateau, Marina Yarotzka-Jako. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ukrainienne, vous vivez à Bayeux. Vous êtes arrivée en France il y a 8 ans. Vous avez votre famille, vos parents qui sont sous les bombes. Et évidemment, vous avez des craintes. Vous les avez régulièrement au téléphone, vous le direz dans un instant. Avec nous également Stéphane Grimaldi. Bonjour. Vous êtes le directeur du mémorial de Caen, le mémorial où un grand rassemblement est prévu dimanche après-midi. Même chose d'ailleurs à Rouen, Le Havre, à Rennes, à Brest. On sera d'ailleurs, on en parlera avec Anthony Sébille, qui est un des responsables de la protection civile en Ille-et-Vilaine, qui est avec nous en duplex de Rennes. Et également Mélanie Saïm, qui a lancé une association, vous le verrez, en l'espace d'une semaine. Mais d'abord, Marina Yarotzka-Jako. Vous me disiez, en préparant cette émission, être très sensible, très ému par cette mobilisation. Vos proches sont restés en Ukraine, dans la région d'Elviv. Quel contact vous avez avec eux? Donc, désolée, les émotions sont fortes. Je suis toujours sous le choc. J'ai mes parents qui, oui, ils sont effectivement dans la ville de Lviv, c'est à l'ouest de l'Ukraine, où l'ambassade française a été déplacée récemment. Donc, heureusement pour eux, c'est encore la région plutôt sécurisée. Ils n'avaient pas encore les bombardements. Mais j'ai plein d'amis dans les autres régions, notamment à Kiev, à Odessa, à Kharkiv, à Kherson, qui est encerclé en ce moment. Et les images, elles sont choquantes. On reste en contact comme on peut par tous les moyens de connexion, via Facebook, via WhatsApp. Parfois, c'est pas facile parce que les gens qui essayent de partir, par exemple, de Kiev, ils se trouvent sans électricité, sans charge.
J'ai eu une amie d'école qui juste a envoyé un petit cœur comme un signe qu'elle est encore en Vous vie. lisiez tous les matins, effectivement, par SMS, Tout à fait. juste pour savoir pour bien garder le lien et puis vous rassurer. Il y a un petit cœur qui arrive sur votre téléphone portable par SMS en disant voilà, je suis encore en vie, c'est ça. C'est ça. Alors cette émotion, tout le Grand Ouest la partage depuis le début des hostilités et des rassemblements ont lieu partout. On en reparlera, que ce soit à Brest, à Quimper, à Rennes, à Caen, à Cherbourg, à Rouen. Regardez, c'était le 25 février dernier. Et écoutez ces témoignages des Rouennais. Ça me rassure surtout qu'il y a énormément déjà en France et dans le monde qui nous soutiennent, nous, l'Ukraine et nos soldats militaires, nos militaires ukrainiens, et qu'on est là l'un pour l'autre. Je ne me vois pas en ce moment rester dans mon canapé. Je ne me vois pas regarder les images comme ça à la télé sans bouger, même si ça ne sert à rien ce que je fais à ma petite personne. Mais je ne me vois pas. Voilà, l'émotion, la solidarité, ça vous touche, j'imagine, ce que font les Français, C'est les Normands, les Bretons impressionnant. pour On est votre vraiment peuple. très touchés par la réaction. Mhm. J'ai fait partie de l'association Les Enfants de l'Ukraine. Et déjà, les dons accumulés dans les quelques derniers jours, ça dépasse déjà les attentes qu'on avait au tout début. Et ça continue et les gens participent. On reçoit les appels en permanence avec les offres différentes. Soit les gens amènent les produits, soit ils proposent l'aide pour trier des choses. Les transporteurs nous proposent leurs solutions de transport. Vraiment, on sent que la moindre commune, moindre établissement sont vraiment mobilisés, ils sont prêts de nous aider. Voilà, et l'association dont vous faites partie, Les Enfants de l'Ukraine, est basée dans le Calvados, à Mathieu, une petite commune au nord de Caen. Avec nous au duplex de Rennes, Mélanie Saïm, bonjour. Vous avez créé, je le disais au début de cette émission, en très peu de temps, en 8 jours, l'association All Behind Ukraine, tous derrière l'Ukraine qui s'apprête à faire partir dans les heures qui viennent son premier camion chargé de produits de première nécessité. Il y a des vêtements, il y a des médicaments, il y a de la nourriture. Vous avez votre père qui est resté là-bas en Ukraine, à Kiev, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il est resté, il va prendre la route demain matin avec son épouse qui a réussi à le rejoindre de Cherkassy jusqu'à Kiev. Donc là, ils ont décidé vraiment de prendre la route puisque ça commence vraiment à être très dangereux. On espère vraiment qu'ils vont arriver à bon port d'ici quelques jours. Donc le projet, c'est de le faire revenir en France, chez vous, à Rennes Alors oui, il va commencer par la Bretagne et puis il va aller voir mon frère aussi dans la région bordelaise et puis on a de la famille aussi un peu partout dans les Landes, en Haute-Savoie. Alors, vous avez lancé, je le disais, cette association All Behind Ukraine. La mairie de Rennes vous a accompagné en vous prêtant un local pour stocker les dons, les denrées, les produits de première nécessité. C'était nécessaire pour vous de faire quelque chose pour l'Ukraine, pour le peuple ukrainien ? Oui, c'était important puisque je subissais la situation de loin et je voulais vraiment m'investir. Donc j'ai cherché une façon de pouvoir le faire même à distance. Et puis que mon papa et puis son épouse soient aussi en contact. Ça nous a permis aussi de rester avec cette mobilisation, qu'ils puissent voir aussi qu'on était derrière eux. Alors, vous êtes débordé par le succès, quelque part, de votre initiative, puisque les dons affluent. Je lisais, il y a des mails pratiquement toutes les minutes pour vous interpeller, des bénévoles qui se proposent pour vous accompagner. Oui, tout à fait. On est pris dans une spirale de solidarité assez incroyable. On s'est fait beaucoup accompagner effectivement par la ville de Rennes aussi, mais par d'autres partenaires qui se sont rapprochés de nous. Et puis les particuliers qui débordent d'initiatives pour venir nous aider, nous donner des dons, nous demander ce dont on a besoin. C'est assez incroyable. Alors ça part des fois d'une petite initiative individuelle, personnelle, un couple qui a des proches en Ukraine et qui se dit c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Marina Yarotska-Jako, c'est ça aussi, cette mobilisation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très organisé, vaste, très structuré, mais ce sont des personnes, des couples, des ménages qui se mobilisent. Exactement. Par exemple, le premier camion, le premier fourgon qui vient de partir avec les dons
accumulés par notre association. C'est vraiment un couple d'Ukrainiens qui habitent en France depuis plusieurs années, qui ont proposé leur propre véhicule pour amener la première partie des dons accumulés. Heureusement, nous avons réussi à trouver la solution de transport pour les camions Alors plus c'est très importants. important, justement. On C'est va en ça. parler. C'est des fois un peu le nerf de la guerre, quelque part, parce qu'on peut collecter ces denrées. Il y a beaucoup de générosité. Après, la difficulté, c'est d'acheminer ces convois jusqu'à la frontière ukrainienne, que ce soit en Roumanie, en Moldavie. On va en parler. J'ajoute simplement que ce sont des centaines d'opérations de collecte qui sont organisées. Par exemple, à Rouen, cet après-midi, les habitants seront invités à déposer à l'hôtel de ville de 13h30 à 19h des produits qui ont été listés. Parce que il y a notamment la question des vêtements. Il y a trop de vêtements, on va l'évoquer dans un instant, mais qui ont été listés par l'ambassade d'Ukraine comme des couvertures, des sacs de couchage, des oreillers, des produits d'hygiène. Je vais m'adresser à vous, Michael Richaume. Vous êtes à la tête de l'association Pompiers Mission Humanitaire dans le Calvados. Vous aussi, vous avez été littéralement débordé par cette solidarité. Donc on a lancé l'opération ce week-end, associé à 2 autres associations situées en France, Pompiers d'urgence internationale sur Limoges et Aide Action internationale sur Valence. Dès lundi, on a été relayé par le service départemental d'incendie et de secours du Calvados, l'amicale des pompiers de Caen. Tout ça s'est mis en place et depuis mardi, on est submergé. Voilà. Tout le monde nous appelle, les téléphones n'arrêtent pas de sonner, les boîtes mail sont saturées. C'est un appel toutes les 3 minutes. On a regardé. Les gens veulent organiser dans leur commune, dans les collèges, les profs de géo nous téléphonent, avec les élèves, ils veulent organiser des initiatives. Toutes les associations sportives, mais à la fois sur Caen, mais tout le département, et bien sûr toutes les casernes des pompiers du Calvados sont mobilisées. Même dans la Manche, dans l'Orne, on a eu des coups de téléphone de partout. On devait faire partir 2 camions. Et là, nous sommes à 4 camions. On fera partir mardi 4 semi-remorques, oui. Alors, comment on fait pour excusez-moi le mot, mais trier, en fait, tous ces colis, tous ces paquets qui arrivent, c'est monumental et c'est parfois difficile. Vous demandez aux gens, en fait, d'étiqueter les cartons pour pas qu'il y ait trop de confusion et que ça soit plus facile pour vous. Voilà, au départ, on avait lancé l'appel aussi pour les vêtements. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont plus besoin de vêtements, des couvertures, les produits de première nécessité. Donc tout ça, c'est sur notre site internet. On a vraiment marqué ce qu'il fallait emmener dans les casernes de pompiers. Et oui, comme vous parlez, on a fait un étiquetage. En fin de compte, les gens impriment un document qu'ils vont coller sur le carton et nous emmener le carton. Comme ça, nous, on n'aura plus qu'à le palettiser et l'emmener, le mettre chez le transporteur. Alors, je disais, il y a un problème qui se pose aussi. C'est une chose de récolter ces dons, ces denrées, ces produits d'hygiène, ces médicaments, mais il faut les acheminer. Ça coûte cher. Un camion qui fait la route entre Caen ou Rennes ou Rouen et la frontière ukrainienne, c'est quoi? C'est 10 000 €, c'est ça? Alors, tout se négocie après. On a négocié les prix. On a essayé de mettre les Roumains en concurrence avec les Français. On avait trouvé à des prix exorbitants, oui, comme vous l'avez dit, entre 8 et 10 000 €. On a des contacts en Roumanie, parce qu'on a fait une mission il n'y a pas longtemps en Roumanie. On a mis les transporteurs roumains en concurrence. Les prix ont chuté. Là, nous sommes à 6 000, un peu plus de 6 000 € le camion pour l'acheminement jusqu'à la Moldavie. Stéphane Grimaldi, on va parler de l'histoire tout à l'heure avec ce grand rassemblement qui est prévu devant le mémorial de Caen dimanche après-midi à 15h. Mais que vous inspire cette mobilisation, vous qui êtes à la tête de ce musée pour la paix? Je trouve ça très, très rassurant. Je trouve que nous sommes un peuple, nous sommes un beau peuple. Voilà, j'aime mon pays quand on est capable d'être ça. Et je trouve que cette unanimité, cette sincérité, cette amitié, moi je trouve ça a de la gueule, quoi. Voilà, c'est rassurant, oui. Ça me fait évidemment très, très plaisir. Il y a toujours eu une histoire un peu longue entre l'Ukraine et la France, mais
une amitié très forte. Et là, elle se révèle pas, mais elle est formidable, quoi. Est-ce qu'il y a au mémorial, depuis quelques jours, une réaction du public, quelque part, cette solidarité dont on parlait et qui s'organise dans tout l'ouest de la France et dans tout le pays d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des messages que vous avez pu remarquer? Il y a un livre d'or qui a été ouvert? Oui, il y a un livre d'or. Ce sont unanimement des messages d'amitié, de solidarité, de soutien, voilà, de tristesse, beaucoup de tristesse évidemment, beaucoup d'accablement même. Je pense que l'Europe, le monde entier d'ailleurs, pas seulement l'Europe, l'Europe est sidérée de ce qui est en train de se passer. Alors, je le disais, on n'avait pas vu une telle mobilisation, une telle solidarité depuis 1988 et le tremblement de terre en Arménie qui avait fait près de 30 000 morts. Les communes, les associations, les écoles, dans les quartiers, en fait, on se mobilise. Ça part aussi parfois d'initiatives, on l'évoquait, très individuelles, très personnelles, comme nous le rappelle Franck Gaudreau dans ce tour d'horizon de la Normandie à la Bretagne. Regarde, ici, les thermovêtements, ça c'est super important pour là-bas parce qu'il fait super froid. Comme ça, je pense qu'on va faire un carton à part. Ouais, d'accord ? C'est un véritable capharnaüm dans cette maison en Bretagne. L'expression de la solidarité qui s'est manifestée auprès de cette Quimpéroise d'origine ukrainienne. On a reçu une information qu'il y a un camion qui a réussi à sortir juste avant le début de la guerre, qui est venu ici. Et il nous a dit qu'il pouvait ramener les choses. Il nous a envoyé la liste de ce qu'il a besoin. C'est pour ça qu'on a lancé un appel. Ça, c'est le Biocop de Falaise qui donne. Et ces scènes se multiplient chez les particuliers, comme ici dans le Calvados. L'association Les Enfants d'Ukraine compte envoyer à ceux qui fuient les combats des vêtements chauds, des denrées alimentaires et des médicaments. L'appel a été largement entendu. J'ai essayé de créer une chaîne d'entraide, de solidarité. Parce que rester devant la télé comme ça, à se bouffer des images, à se ronger à l'intérieur, non. La moindre des choses pour nous qui pouvons les aider, c'est d'amener tous les besoins essentiels. Autre lieu, même ambiance. Dans cette caserne de pompiers du Calvados, des professionnels de l'humanitaire s'affairent car les dons affluent. Turbulette, on va mettre ça dans les vêtements enfants, 0 à 2 ans. 3 camions vont être affrétés, mais la logistique est onéreuse. Raison pour laquelle ils lancent également un appel aux dons financiers. Même constat au Secours populaire, l'argent est nécessaire pour acheminer en urgence tous ces produits en Ukraine. Il faut gérer le stock des dons de tous ces gens. Ça va faire des quantités énormes qui vont mettre un certain temps à arriver en Ukraine. En aidant financièrement et en travaillant avec des associations, on est, à notre avis, plus efficace. Alors la solidarité se traduit parfois en offrant ses services. Je pars en Pologne par exemple la semaine prochaine. Oui. Pour affaires, mais je ne sais pas s'il y a un moyen des denrées, quelque chose, ou s'il faut même emmener des choses, ou j'ai même la possibilité éventuellement d'avoir une société de transport. Mais en parallèle de cette aide logistique à l'Ukraine, s'organise déjà l'accueil des réfugiés dans le Grand Ouest. Moi j'ai été contactée par les personnes de toute la France qui me proposent d'héberger les familles ou des enfants, ou voilà. C'est quelque chose qui vous touche, ça ? Beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, ça me touche énormément. Dans les moments de crise, la solidarité et la générosité refont surface. L'ouest de la France, comme le reste de l'Hexagone, a le cœur bleu et jaune. Voilà, l'ouest de la France, comme tout le pays, a effectivement le cœur bleu et jaune. Marina Jarocka-Jako, est-ce que vos parents, qui sont à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, sont informés de cette mobilisation? Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Et ils sont extrêmement reconnaissants parce que, surtout, ils font partie des gens qui refusent de quitter le pays. Malgré, on insiste régulièrement, on appelle tous les jours, on va venir vous chercher et tout. Ils disent non, c'est notre pays, on va faire tout ce qui est possible, malgré ils ont plus que 65 ans chacun. Et quand ils voient toutes les images de soutien, les vidéos qu'ils reçoivent, par exemple, un ami de mon fils, parce que j'ai mon fils ici avec moi, mais il était né en Ukraine, donc tous ses amis autour, ils savent qu'il a ses grands-parents encore à Lviv. Ils nous ont informé qu'il y a un groupe de volontaires qui vient de partir de Caen en bus
les gens de 19-20 ans pour pouvoir rester dans la région de Lviv pour donner un coup de main dans tous les aides humanitaires possibles. Effectivement, je partage toutes ces infos avec mes amis, avec mes proches. Et ça aussi, ça les donne un espoir qu'on va réussir. Et votre projet personnel, est-ce qu'il est de faire revenir vos parents ici dans la région, vos amis qui sont à Kiev? Est-ce que vous leur dites on est prêt à vous accueillir? Exactement. Par exemple, j'ai ma meilleure amie qui a réussi enfin à quitter Kiev avec sa fille de 8 ans. Elle essaye de traverser l'Europe pour arriver en Angleterre où elle a sa sœur. Les Ukrainiens, ils ont besoin d'un visa pour entrer en Angleterre et pour l'instant, la nouvelle procédure n'est pas établie. Donc, on les propose qu'en attendant, pendant ils font les documents nécessaires, qu'ils restent au moins avec nous, on les soutient pour qu'ils ne restent pas quelque part dans les hôtels, chez les étrangers. Et on a tous les amis autour de nous, la famille autour de nous, la famille de mon mari et ses sœurs. Toutes les maisons sont prêtes pour accueillir. Après, c'est encore une fois l'organisation du voyage qui est parfois difficile à... Et après, une fois, elles sont sur place... Mélanie Saïm, il y a quelques instants. Et après, une fois elles sont sur place, il n'y a pas encore la procédure claire comment faire avec leur statut. Et est-ce que le projet, c'est justement on ne sait pas combien de temps cette guerre va durer, c'est de rester un certain temps en France, de s'installer parce que c'est un pays pacifié, ou de revenir en Ukraine après coup? Effectivement, ça c'est un sujet très important parce que là maintenant, avec une vague énorme de réfugiés qui arrivent en Europe, on se rend compte qu'il y aura en fait deux types de réfugiés. Les réfugiés qui vont vouloir rester et s'installer en France ou dans les autres pays européens, donc ils pourront demander un asile, mais il y aura les autres gens qui vont juste venir pour un moment, pour patienter, pour pouvoir revenir. Et vos proches, qu'est-ce qu'ils vous disent? La plupart des gens, ils voudront revenir. C'est juste, pour l'instant, ces gens-là, ils n'ont pas de solution. Parce que les gens qui demandent l'asile, ils vont avoir les aides, ils seront protégés par l'État. Mais ceux qui ne vont pas demander l'asile, avec l'espoir qu'ils pourront revenir dans leur pays, c'est ça la question à poser, comment on va faire avec eux. Michael Richaume, qu'est-ce qui vous fait vous engager pour de telles opérations? Donc nous, l'association n'a pas... À titre personnel. À titre personnel. Moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Je suis père de famille. Quand je vois les enfants, on a vu des images dans les caves, dans le métro, se réfugier avec rien, avec juste une couverture. Moi, on ne peut pas rien faire là-dessus. On est une association humanitaire, on a vocation à s'engager, venir en aide aux victimes, souvent sur des tremblements de terre, des cyclones. Et là, l'association a décidé de s'engager parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans la misère comme ça. Alors, les associations, les communes, les écoles, je le disais, participent à cet élan de solidarité qui s'est mis en place très, très rapidement. En 8 jours, en fait, tout était structuré, même si vous êtes débordé par les dons et l'intendance est un peu délicate. Mais bon, cette solidarité, cette générosité existe. Avec des collectivités également qui mettent la main au portefeuille, on peut le dire, on n'a pas d'élus sur ce plateau, mais les collectivités, que ce soit la région Bretagne qui a proposé de débloquer 100 000 euros, le conseil régional de la Normandie qui s'apprête à voter 50 000 euros, la métropole de Rouen, 50 000 euros également, 80 000 euros pour l'agglomération de Rennes. Les initiatives arrivent absolument tous les jours. Et avec nous, en duplex de Rennes, justement, on va retrouver Anthony Sébilly. Bonjour. Vous êtes le responsable de la communication de la protection civile. Alors, c'est quoi la protection civile, pour commencer? C'est une association de secouristes bénévoles. Vous êtes 250 en Ille-et-Vilaine. Et vous êtes chargé de mettre en musique, de coordonner, c'est ça, les différentes collectes?
Tout à fait, effectivement. Donc la protection civile, c'est une association agréée de sécurité civile. Notre mission principale, c'est le secourisme. Et l'une de notre missions, c'est l'assistance aux populations. Et là, on est complètement dans cette mission-là. Il y a un partenariat avec l'Association des maires de France et la protection civile. L'objet est d'organiser ce rassemblement du matériel à partir des dons faits par les particuliers auprès des communes. Notre travail est un travail logistique avec des bénévoles. En Ille-et-Vilaine, on a centralisé l'ensemble du matériel sur la commune de Béton, dans l'agglomération rennaise. Alors, les secouristes ont une certaine habitude, quelque part, de gérer l'humain. Mais dans quel état d'esprit sont vos équipes, justement, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Vous savez, l'engagement à la protection civile, comme dans beaucoup d'associations, c'est aussi un engagement citoyen. Donc on est pleinement dans cet engagement citoyen. On a fait auparavant un engagement sur la période du Covid. Là, c'est une nouvelle crise. On s'adapte, on y participe parce que c'est l'essence même des valeurs de la protection civile et du coup de l'engagement bénévole des secouristes de l'association. Alors, on a entendu il y a un instant dans le reportage des familles qui se déclaraient prêtes à accueillir des réfugiés. Ça, c'est le temps d'après, je dirais. Aujourd'hui, la collecte, l'acheminement, les convois qui s'organisent. Mais aussi, il faudra demain organiser l'accueil de ces réfugiés ukrainiens. La ville de Rouen invite les habitants, je le signale, à signaler sur le site de la ville les possibilités d'hébergement. Il y a un formulaire qui est en ligne. En Bretagne, le collectif Solidarité Bretagne-Ukraine a également lancé un appel pour trouver des solutions, là aussi, d'hébergement. Et à Caen, la ville a ouvert une boîte mail pour ceux qui seraient intéressés pour accueillir des familles ukrainiennes. Anthony Sébille, vous dites, si on manque, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines qui viennent, si on manque de possibilités pour accueillir ces populations déplacées, vous êtes là, vous savez faire. Oui, effectivement, ça pourrait être une solution. Ce n'est pas la solution d'aujourd'hui. L'objectif, je crois, c'est d'abord d'assurer cette situation de crise sur le territoire de l'Est de l'Europe. Néanmoins, la protection civile est une association qui s'adapte à la crise. Et l'une de nos missions pourrait être éventuellement, demain, s'il y avait un besoin, de créer des centres d'accueil d'urgence. C'est pas l'objet du jour, mais c'est une possibilité. On sait faire, en tout cas, dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez, à un moment, imaginé vous rendre, vous, sur place, justement, à la frontière ukrainienne ? Est-ce que ça fait partie des plans, je dirais, pour les jours et les liens qui viennent ? Alors, donc moi, en tant que tel, non, personnellement, puisque c'est mon activité bénévole. Je suis salarié autrement par ailleurs d'un établissement de santé, donc je travaille autrement à côté de cet engagement bénévole. Par contre, effectivement, on va avoir, dans le cadre de l'organisation du transport du matériel qu'on va récolter, des bénévoles qui vont partir pour transporter ce matériel. On a d'ailleurs un cadre national de la protection civile qui est présent en Pologne pour travailler à l'organisation de la réception de l'ensemble du matériel et des colis qu'on va adresser. Néanmoins, l'objet de la protection civile n'est pas d'intervenir sur place en plus, mais bien de travailler sur l'aspect logistique de la France vers, en l'occurrence, là, la Pologne. Michael Richaume, je vous posais la même question. Est-ce que demain, vous avez une expérience d'intervenir près des populations ? Vous êtes allé en Roumanie il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est la suite logique après la livraison de ces produits de première nécessité, donc qui affluent et qu'il va falloir un peu organiser ? Est-ce que votre projet, vous, c'est d'aller justement à cette frontière ? Donc les camions vont partir de Caen dès mardi. Jeudi ou vendredi, des équipes vont partir par avion, constituées d'une petite dizaine de personnes, entre 8 et 10, avec des médecins, des infirmiers, des sapeurs-pompiers, tous bénévoles aussi, ils prendront des congés pour partir. Le but, une fois sur place, donc ils seront attendus en Roumanie, où on a nos contacts qui les emmèneront après à la frontière de la Moldavie. On a déjà identifié la ville, ce sera la ville de Palanca, située à la frontière, où il y a 4 camps de réfugiés, où ils ont besoin d'un coup de main. Donc l'objectif, c'est de coordonner, de donner un coup de main sur la coordination de tout ça. Les médecins s'occuperont, s'il y a des victimes, de les soigner, de faire ce qu'il y a à faire. Et puis, bien sûr, de la distribution des 4 camions. Il va falloir
Il y aura aussi là-bas un problème de stockage. Il va falloir stocker les camions. Vous avez 4 camions, 4 camions pour notre association. Comme je vous ai dit, on part avec trois associations. C'est 15 camions qui vont arriver. C'est 175 tonnes qui vont arriver. Donc il y aura aussi un... Et ça vient de toute l'Europe, en fait. C'est ça qu'il faut imaginer. Et voilà, ça vient de toute l'Europe. Donc il va falloir coordonner tout ça. Donc on va envoyer une équipe de sapeurs-pompiers, dès la fin de la semaine prochaine. Alors l'inquiétude, la déchirure, pour ceux qui ont des proches, on l'entend en Ukraine, mais aussi en Russie, car il y a une partie de la population qui souffre des décisions de Vladimir Poutine. On en parle dans les journaux télévisés. On va rejoindre Lucie Berelovitch. Bonjour, vous êtes à la tête du Centre dramatique de Normandie, le Préau à Vire, et vous avez lancé une pétition avec de nombreux directeurs d'établissements culturels pour que les artistes ukrainiens puissent être accueillis en France. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Effectivement, moi, voilà, comme tous les témoignages qu'on peut entendre jusqu'à maintenant à l'endroit où j'étais moi, c'est-à-dire directrice d'un établissement culturel, il était fondamental de pouvoir aussi, à notre endroit, entrer en solidarité et en soutien. Moi, j'ai la particularité d'avoir travaillé pendant de nombreuses années en Ukraine avec un groupe de théâtre et de musique indépendant qui s'appelle les Dark Daughters. Et effectivement, très rapidement, j'ai créé un mouvement j'ai proposé aux différentes structures culturelles de faire un document pour montrer notre solidarité auprès des artistes ukrainiens, pour montrer qu'on serait prêt à les accueillir et voilà, que tout le secteur culturel français était mobilisé. En une journée, on a reçu plus d'une 70aine de signatures. Le document continue à se remplir. On a créé une chaîne de solidarité avec laquelle on réfléchit ensemble à des actions collectives. Comme vous le soulignez et comme on le souligne dans cette émission, l'idée est évidemment aussi de pouvoir entrer en aide au peuple ukrainien. Donc des collectes sont mises en place. Vous connaissez bien en fait le peuple ukrainien, mais également russe, puisque vous avez étudié au conservatoire de Moscou, vous avez des origines russes, vous êtes en contact à la fois, excusez-moi l'expression, mais vous êtes à la frontière quelque part, avec des amis russes et des amis ukrainiens. Qu'est-ce qu'il vous dit justement? Qu'est-ce qu'il vous relaie comme information? Les amis russes ou les amis ukrainiens? Mais les deux. Commençons par les Russes, parce que les gens qui sont près de vous sont contre Poutine, pour être clair. Oui, absolument. Mon père est sociologue, donc voilà, je suis en contact avec lui pour qu'il me parle aussi de la réaction du milieu des chercheurs, des intellectuels. Moi, je suis en contact effectivement avec le milieu artistique. Il y a eu beaucoup de mobilisation de différents artistes. On souhaiterait qu'elles soient encore plus nombreuses, mais en tout cas, elles existent. Voilà, il y a différents directeurs de théâtre qui ont manifesté leur réaction et qui ont été licenciés aussitôt. Je pense par exemple à Dimitri Volkostrelov, qui était le directeur artistique du théâtre Meyerhold, qui a écrit un communiqué contre Poutine et contre la guerre et qui, dans la journée, a été licencié de ses fonctions. Donc, effectivement, on est en contact avec eux. Il y a une sorte de mouvement qui se met en place puisque les manifestations sont interdites, qui s'appelle Faire le piquet, où c'est des personnes qui, à titre individuel, descendent dans la rue et manifestent contre la guerre et contre Poutine. Voilà. Alors, vous deviez accueillir ces jours-ci, en fait, des artistes ukrainiens, des musiciens, des comédiens pour préparer une résidence, comme l'on dit, et présenter un spectacle au mois d'avril. Ils ne sont pas là. Est-ce que vous avez des nouvelles ils sont combien? 7, 8, c'est ça? Alors, ils font partie donc de la troupe de théâtre indépendante, le Dark Théâtre. Donc, les personnes avec lesquelles je devais travailler, c'était 6 femmes, les Dark Daughters, le groupe, et puis un comédien ukrainien. Donc, ils étaient au nombre de 7. Effectivement, il y avait à la fois un concert le 2 avril, un concert des Dark Daughters, et puis à l'issue, un laboratoire de travail sur ma prochaine création. Les hommes sont mobilisés. Voilà, par exemple, Roman, qui devait travailler actuellement, il achemine, il a une voiture et donc il part de Kiev avec des femmes, des enfants pour les emmener jusqu'à Lviv. Quant aux Dark Daughters, elles essayent actuellement de quitter l'Ukraine. Alors, des artistes qui se mobilisent partout dans nos régions, en Bretagne, en Normandie. On va écouter et on va voir cette image. C'était au Théâtre des Cordes, c'était mercredi soir.
Voilà, les sirènes qui ont été déclenchées en hommage au peuple ukrainien au Théâtre des Cordes à Caen, c'était mercredi soir. Juste un mot pour finir, Lucie Berilovic, votre regard sur cette mobilisation, toute cette cohésion qui se crée autour du peuple ukrainien. Je trouve ça extraordinaire. C'est vrai que là, par exemple, depuis hier, avec la commune de Vire-Normandie, la clinique et Amnesty International, on a organisé une collecte de dons. J'ai eu des messages me disant tout ce qui est arrivé depuis hier. Je reçois chaque jour des messages aussi des habitants de Vire qui me disent qu'ils sont prêts à accueillir des Ukrainiens. Je suis, voilà, comme tout le monde à cette émission, extrêmement touchée par toutes ces manifestations. Je trouve ça fondamental. Enfin, moi, je parlais en tant que directrice de théâtre, mais tout simplement en tant que citoyenne. La mobilisation me semble absolument nécessaire. Merci Lucie Berilovic d'avoir participé à cette émission spéciale consacrée à cette crise en Ukraine et cette mobilisation des gens de la région de l'ouest de la France en faveur du peuple ukrainien. Merci beaucoup. Alors, autre aspect, cette guerre en Ukraine a des conséquences parfois déroutantes sur la vie économique. On en parle beaucoup. Exemple, dans l'entreprise Bornet, c'est dans l'Orne, contrairement à d'autres, elle enregistre une hausse d'activité pendant cette crise. Bornet fabrique des drapeaux depuis un demi-siècle et le directeur voit chaque jour de nouvelles commandes arriver. Reportage de Damien Mignot et Cécilia Bresse. Les premières commandes sont arrivées lundi sur le site internet de l'entreprise. Et depuis, les tissus aux couleurs de l'Ukraine ne cessent de sortir de cette machine. Lundi, une quinzaine de commandes, où il y avait 20 drapeaux dans différentes dimensions. Et puis après, les mairies ont commencé à téléphoner, les vouloir tout de suite ou pour le lendemain. C'était pas toujours facile, il a fallu se mettre en route. Et puis après, vous voyez, là aujourd'hui, on est jeudi et les commandes tombent les unes après les autres. 250 commandes en 3 jours, des collectivités, des musées ou des particuliers. Un petit événement en lien avec la grande histoire qui touche particulièrement les salariés de l'entreprise. C'est bien, ça fait voir qu'on est pour eux, qu'on est pour l'Ukraine, qu'on ne les laisse pas. Ouais, voilà, qu'on les soutient. Impression, découpe, couture. Éric Bornet tente d'expédier le plus rapidement possible ces drapeaux qui seront érigés pour soutenir le peuple ukrainien. Les gens appellent, avez-vous ma commande, je suis livré demain. Il y a des gens qui veulent venir les chercher le jour même. On essaye de temporiser un petit peu, d'organiser les choses. L'impression des commandes qui sont arrivées le matin, on les imprime l'après-midi. Le lendemain matin, on fait la couture. Et là, il faut que les commandes partent avant midi en chronopost ou l'après-midi par transporteur. Un drapeau de 4,50 m sur 3 sera levé dimanche à 15 h devant le mémorial de Caen. Voilà, ce grand rassemblement qui est attendu dimanche après-midi sur l'esplanade du mémorial de Caen. Stéphane Grimaldi, on a parlé de cette mobilisation. On risque d'avoir une réaction très spectaculaire dimanche après-midi. Il y a 8000 élus du département du Calvados qui ont été invités à se rassembler avec des écharpes, des drapeaux aux couleurs donc, de l'Ukraine. On n'a pas vu ça depuis 2015, depuis les attentats de Charlie Hebdo. Quel est votre regard justement sur cette mobilisation et sur ce qui se prépare dimanche après-midi devant le mémorial? C'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est-à-dire que c'est un moment en Normandie et au-delà, on est avec des auditeurs bretons là et on pourrait être partout en Europe. C'est cette espèce de... C'est cette unité, ce rassemblement de tout le monde. En effet, c'était à l'appel des élus de maires. Je pense que ça va être très émouvant. On va aussi jouer votre hymne, madame, l'hymne ukrainien. On va se recueillir, voilà. Mais c'est le lieu justement où doit se rassembler le mémorial. Je pense à ce moment-là, je pense au monsieur qui a créé le mémorial, Jean-Marie Géraud. C'est-à-dire, je pense à cet homme qui avait vécu la guerre, qui était brancardier pendant les bombardements de Caen, et qui décide, contre l'avis de tout le monde d'ailleurs, de créer le mémorial. Et je pense que cet homme serait heureux de voir ça dimanche. Oui, je pense qu'on répond parfaitement à ce qu'il a espéré, à ce qu'il a voulu, à ce qu'il a souhaité. Alors, vous êtes à la tête du mémorial Musée de la Paix.
Vous dites, en ce moment, c'est difficile de parler de paix parce que la guerre a gagné l'Europe. Est-ce que nous sommes à l'aube, justement, c'est une question qui est régulièrement posée, et je me permets de vous la poser également ce matin, est-ce que nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale? J'en sais rien, et personne n'en sait rien. Nous sommes, à l'évidence, entrés, nous ne sommes plus à l'aube, nous sommes revenus à une situation de guerre froide. C'est-à-dire nous sommes revenus à une situation d'avant 89, d'avant 1989. Et nous sommes... la Russie est aujourd'hui au banc des nations. Poutine a réussi ce tour de force en une semaine d'avoir au fond dévasté l'image de son pays. Et je pense d'ailleurs aux Russes. Moi, j'ai une grande affection pour le peuple russe, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et les Russes sont des gens extraordinaires. Ce sont des gens qui nous ont libérés du nazisme, comme les Ukrainiens. Je pense que tout ça est une tragédie politique, historique, économique. Mais c'est au regard de notre histoire récente et de notre histoire longue, ce que nous vivons là est un tournant. Voilà, est un tournant évident. Alors, est-ce que ce sera une guerre froide, une guerre chaude, etc. On ne sait rien. On va voir les dernières images qui viennent de nous parvenir des derniers bombardements de l'armée russe sur l'Ukraine, notamment ces attaques aux chars sur la principale centrale ukrainienne et même européenne. Il y a 5 réacteurs, aucun n'a été touché. Marina Yarotska, quand vous voyez ces images, on a parlé justement de la détresse du peuple ukrainien et puis de ces dégâts monumentaux dans les villes qui ont été pour certaines littéralement rasées. Quand vous voyez ça, justement, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous inspire? Est-ce qu'il y a un espoir de sortir de ce conflit? Il y a un espoir parce que tout le monde voit comment le peuple ukrainien résiste. Ça, pour certaines, vraiment, c'est devenu une surprise. Donc, on ne va pas céder. Mais bien sûr, voir les images des villes détruites dans le pays qui était encore ravissant il y a à peine une semaine, ça déchire le cœur. Et surtout, en plus, la sensation de danger qu'on voit aussi, les bombardements, comme vous dites, des stations nucléaires, qui, c'est pas que la destruction, mais ça peut devenir une catastrophe naturelle juste en quelques clics. Parce que s'il y a les dégâts sur cette station nucléaire, elle est beaucoup plus puissante que Tchernobyl. Et nous, c'est super bien. C'était quoi les conséquences de l'avarie de Tchernobyl? Et sur la question, justement, comment on sort du conflit? C'est quoi la solution, selon vous? Je crois qu'il ne faut pas laisser l'Ukraine toute seule. Je pense déjà l'aide militaire qui commence à venir des autres pays, ça aide beaucoup. Mais je ne vois pas la solution politique et ce n'est pas à notre niveau qu'on peut le trouver. Alors comment retrouver la paix, la liberté? On sait que ça a énormément de sens dans des régions comme la nôtre et particulièrement en Normandie. En 1944, on sait que c'est ici qu'on a mis fin au nazisme grâce à l'intervention des Alliés. Quand Vladimir Poutine, Stéphane Grimaldi, dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, ça vous scandalise, ça vous choque, ça? Par rapport à notre histoire? Non, oui, bien sûr que ça me choque. Surtout que l'Ukraine a été envahie par la Wehrmacht dès juillet 1941, etc. Donc c'est absurde. Mais ça fait référence à, au fond, une espèce de conflit latent entre le nationalisme ukrainien, qui date de la fin du 19e, et la naissance, enfin, d'une nation ukrainienne en 1991. Donc ce sont des mots absurdes. Et le président ukrainien a été admirable dans sa réponse directe en russe à Poutine quand il lui dit que son grand-père a combattu dans l'armée soviétique et qu'il a perdu
parce qu'il est juif, parce qu'il a perdu 3 membres de sa famille dans les pogroms. Donc, mais tout ça, on n'a pas le temps d'expliquer ça, mais c'est une espèce de rhétorique qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas neuve, qui remonte au milieu du XXe siècle. Et c'est en fait l'idée très simple, c'est l'idée malheureusement très simple que Poutine, qui est un autocrate au sens russe classique du terme, Poutine ne reconnaît pas l'État ukrainien. C'est aussi simple que ça. Poutine considère que le peuple ukrainien et le peuple russe sont une entité commune. Bon, voilà. Et Poutine considère que la mer Noire, c'est sa mer. Et est-ce que le mémorial pourrait jouer un rôle, justement, une sorte de vitrine ou d'endroit où on vient témoigner, on va faire de la pédagogie sur ce qui se passe. Ce qu'on fait, on le fait depuis... Sur ces événements précisément. On le fait. D'abord, on l'a toujours fait parce que ça fait des années qu'on aborde la question de la Russie, la question de l'Ukraine, etc., etc. J'ai sans arrêt invité des journalistes, des politologues, des Ukrainiens, des Russes, etc., pour parler de tout ça. Mais on le fait, je le vois bien, on le fait depuis une semaine avec tous nos visiteurs qui viennent aujourd'hui chercher au mémorial des réponses à des questions qui sont des questions complexes à ce qui y arrive. Marina Jarocka, comment on peut aller au-delà de ce qui se passe ici dans nos régions, dans cet échange, dans ce lien qui est en train de se renforcer avec le peuple ukrainien? C'est quoi l'étape d'après? On a parlé d'hébergement, on sait que les dons arrivent. Qu'est-ce qu'on fait demain pour vous aider? Comme je vous ai dit, effectivement, le problème des futurs réfugiés qui vont commencer à arriver plus et plus en quantité importante d'ici peu, parce que pour l'instant, c'est plutôt les pays qui se trouvent sur la frontière avec l'Ukraine qui récupèrent le plus grand nombre de gens qui s'occupent de ça. Mais d'ici quelques semaines, on va commencer à sentir l'arrivée des gens. Et ça sera vraiment difficile parce que qui va arriver, ce n'est pas les familles complètes, c'est plutôt les femmes avec les enfants qui ont laissé leur homme dans le pays pour défendre leur maison. Ce sont les personnes âgées qui seront désespérées sans savoir combien ça va durer, comment ils vont vivre ici. Et je crois, de notre côté, il nous faut la patience, la compassion, le soutien pour les rassurer quand ils sont là. Mickaël Richaume, quand vous entendez le témoignage de Maria, vous dites, alors ça va durer, c'est pas l'histoire d'une semaine, il faut pas qu'on lâche ce peuple ukrainien. Vous avez déjà pensé à l'avenir, ce qui va s'organiser ici en Normandie, là, dans les semaines, dans les mois qui viennent? Alors la collecte, on l'a vu, elle a marché. Il y aura peut-être d'autres actions qu'on n'a peut-être pas encore réfléchi pour vous aider. Ce qui est sûr, c'est que nous, il y a déjà 4 camions qui partent. Je pense qu'il y en aura d'autres. On ne mettra pas tout dans les 4 camions. On a des équipes de sapeurs-pompiers qui vont partir la semaine prochaine. On anticipe déjà les relèves. Voilà. Oui, on s'engage sur une mission. C'est pas comme des missions d'urgence où on reste 10 jours comme Haïti cet été sur le tremblement de terre. On a déjà anticipé les relèves des premières équipes. Donc oui, si on a les fonds suffisants, alors s'installer, non, mais on essaiera de donner notre possible pour les aider. Et vous, à titre personnel, justement, vous avez des contacts avec des ressortissants ukrainiens? À titre personnel, non. On a des contacts avec les Roumains, beaucoup de Roumains, mais pas avec des Ukrainiens. Beaucoup nous ont téléphoné depuis le début de la semaine, donc on doit les rencontrer avant de partir. On a des numéros de téléphone. Lorsqu'on va se présenter sur place, on sera accueillis. Tout est déjà planifié. On arrive à l'aéroport, on est déjà attendu à l'aéroport pour nous emmener. Les Ukrainiens nous attendent déjà sur place. Mais est-ce que vous imaginez demain pouvoir aider ce peuple chez lui en passant la frontière, une fois que
alors je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais que la situation sera pacifiée. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez d'ailleurs ? Alors, dans l'association, ce sont tous des bénévoles, ils posent des congés pour partir. Moi, si je pars, je poserai mes vacances, mes 10 jours de vacances pour pouvoir partir. Donc, on ne pourra pas s'engager on pourra s'engager sur plusieurs semaines, mais on ne pourra pas établir de programme sur plusieurs mois, sur des années. Là, ce sont les grosses associations qui prendront le relais. Stéphane Grimaldi, en conclusion, qu'est-ce que va nous apprendre cette guerre ? C'est quoi les enseignements ? Est-ce qu'on peut déjà imaginer la suite ? Écoutez, à chaque jour suffit sa peine. On ne sait pas ce qui va se passer à Kiev. On ne sait pas si Kiev va tomber et dans quelles conditions Kiev pourrait malheureusement tomber. Militairement, les Russes peuvent prendre Kiev, il n'y a aucun sujet. Et il faut espérer qu'ils ne prennent vraiment pas Kiev. Donc, on est dans une situation de tension internationale qu'on observe tous et qui fait évidemment peur à tout le monde. Et je pense que si on refaisait cette émission dans une semaine, on dirait aussi des choses différentes. Ou peut-être demain d'ailleurs. Peut-être demain. Ouais. Ce que vous vivez, madame, le dit, c'est-à-dire chaque jour vous avez des nouvelles, mais chaque jour vous avez aussi des nouvelles différentes et des inquiétudes différentes en fonction de l'avancée des troupes russes, en fonction de la résistance ukrainienne, etc. Donc, ça dit une chose, en tout cas, qui est très simple. C'est que le bien le plus précieux de l'humanité, la paix, est la chose la plus fragile qui soit. Voilà. C'est que nous avons tort en Occident de croire que nous pouvons, que la paix est établie, etc., etc. Et la paix n'est jamais établie. Jamais. La paix n'est jamais établie, eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission spéciale consacrée à cette guerre en Ukraine et cette solidarité des Normands et des Bretons en faveur du peuple ukrainien. On suivra de près ce qui se passe à 2 heures d'avion de chez nous. On l'a vu sur les cartes, 2500 km de Caen, 2007 de Rennes. Merci aux équipes de France 3 Normandie et de France 3 Bretagne pour nous avoir permis de fabriquer cette émission. Ne manquez pas tout à l'heure sur France Bleu l'émission de Wendy Bouchard entre 13h et 14h qui fera le tour de la solidarité dans tout le pays. Merci, bonne journée sur la 3 et à très vite.